Et si la véritable victoire ne se jouait pas sur le champ de bataille, mais dans le retour du rire des enfants et le bruissement des marchés? À Joro et Tanounia, après des mois de silence et d'exil, la vie a repris ses droits. L'écho des enfants qui courent à l'école, le chant des pompes à eau, les voix qui négocient autour des étals. Ces sons ordinaires cachent une résistance extraordinaire, celle d'un peuple qui refuse de disparaître. Ici, la reconquête n'a pas été qu'une affaire de soldats. Les habitants eux-mêmes se sont levés, guidés par une vision commune, pour reconstruire leurs maisons, rouvrir les écoles et ramener la vie sur les marchés. Sous l'impulsion du président Traoré, la reconquête a été aussi communautaire et politique que militaire. Il ne s'agissait pas seulement de reprendre un territoire, mais de redonner un sens à la vie quotidienne, de rendre aux citoyens leur dignité et leur voix. Perdre ces signes de vie, c'est perdre bien plus qu'un village ou une ville. C'est risquer de voir s'éteindre l'âme de toute une communauté, d'effacer les rires, les savoirs et l'avenir même d'un peuple. C'est ce qui donne à la renaissance de Joro et Tanounia une portée universelle. Elle nous rappelle que la reconstruction passe par la réappropriation collective du quotidien, par et pour les habitants eux-mêmes. Mais comment ce miracle a-t-il été possible? Pour comprendre cette transformation, revenons au point de bascule. L'intervention du président Traoré et la mobilisation sans précédent des habitants. Pour saisir la force de ce retournement, explorons ensemble le moment où tout a basculé. Quand espoir et courage ont pris le dessus sur la peur. Qu'arrive-t-il à une région quand tout s'arrête, même l'espoir? À Joro et Tanounia, il y eut un moment où la vie elle-même semblait suspendue, avalée par le chaos du conflit. Les rues étaient désertes, les maisons vides, et le silence régnait, là où autrefois résonnaient les voix des enfants, les cris des marchandes et le bruit rassurant du quotidien. L'exode a d'abord vidé les villages. Des familles entières ont fui, laissant derrière elles des champs abandonnés et des écoles fermées. L'économie locale, autrefois animée par ses marchés et ses petits commerces, s'est effondrée du jour au lendemain. Les services publics ont disparu, tout comme la sécurité. Plus de centres de santé, plus d'administration, plus de transport. L'abandon était presque total. Dans cette atmosphère pesante, la routine a laissé place à la peur. Chacun vivait dans l'incertitude, ne sachant ni où trouver refuge, ni quand la terreur frapperait à nouveau. La simple idée d'ouvrir une boutique ou d'envoyer ses enfants en classe relevait de l'impossible. Il ne restait que la survie, souvent dans le silence, parfois dans la fuite. Pourtant, derrière ces chiffres et ces scènes d'abandon, c'est l'enjeu humain qui frappe. Toute une génération risquait d'être sacrifiée. Les enfants privés d'école, les parents sans ressources, une région entière sur le point de sombrer dans l'oubli. Sans retour rapide à la stabilité, c'est la cohésion, la mémoire et l'avenir d'un peuple qui aurait pu disparaître à jamais. Mais alors que tout semblait perdu, c'est précisément au cœur de la crise que l'étincelle du renouveau s'est allumée. Quelque chose d'inédit a surgi, redéfinissant les rôles, les espoirs et la façon même de reconstruire. C'est à ce moment critique qu'une stratégie nouvelle va changer le destin de Joro et Tanounia, portés par ceux qui ont refusé de céder à la peur. Découvrons comment cette mobilisation hors du commun a renversé la situation. Et si la sécurité ne dépendait pas seulement des armes, mais de la confiance et de la solidarité. Dans la renaissance de Joro et Tanounia, cette question a changé l'histoire. Ici, la paix ne s'est pas imposée par la force brute, mais grâce à une alliance inédite entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie, les fameux VDP, lancés sur la volonté du président Traoré. Ce n'étaient pas uniquement des soldats venus d'ailleurs. Les défenseurs étaient aussi des enseignants, des agriculteurs, des commerçants, des hommes et des femmes du village, prêts à risquer leur vie pour leur terre. Cette mobilisation locale a transformé chaque citoyen en acteur de sa propre sécurité, renforçant les liens de confiance et de solidarité au sein des communautés. La reconquête s'est bâtie sur une stratégie où la reconnaissance, la présence de l'État et le dialogue constant avec les populations étaient essentiels. Le président Traoré n'a pas seulement envoyé des troupes, il a multiplié les visites et les messages de soutien, veillant à ce que les VDP reçoivent formation,
équipement et reconnaissance. Ce contact humain direct a changé la donne. La peur a fait place à la confiance. Mais l'enjeu était immense. Sans adhésion populaire, aucune offensive ne pouvait tenir dans la durée. Un succès militaire seul, sans relais civique, risquait de s'évanouir, comme du sable entre les doigts. Ce pari sur la force du collectif a permis de pacifier les routes, de sécuriser les marchés et de faire renaître la vie là où tout semblait perdu. Aujourd'hui, à Joro et Tanounia, la sécurité repose sur des patrouilles mixtes composées de VDP et de forces régulières, veillant ensemble au retour de la vie. Les familles recommencent à dormir sans crainte, les outils agricoles réapparaissent et la confiance envers l'État grandit chaque jour. Ce n'est plus seulement un territoire qui a été libéré, mais la dignité d'un peuple. Pourtant, la sécurité retrouvée n'est qu'une étape. Un autre défi se profile déjà, celui de ramener la vie dans les écoles, les marchés et les cœurs, et de faire renaître l'espoir au quotidien. Restaurer la paix est une victoire, mais insuffler à nouveau la vie dans les écoles, les marchés et les familles s'annonce un tout autre combat. Comment redonner confiance aux enfants, aux parents, aux commerçants? Quand une salle de classe rouvre, c'est tout un peuple qui se relève. À Joro et Tanounia, la renaissance se mesure d'abord par le retour des enfants sur les bancs d'école. Plus de 1300 établissements ont rouvert leurs portes, permettant à plus de 268 000 élèves de retrouver le chemin de l'apprentissage. Chaque matin, le bourdonnement des écoliers a repris là où le silence régnait, preuve éclatante d'une société qui refuse de s'éteindre. Pour que l'éducation redémarre malgré tout, l'État a fourni des kits scolaires, organisé des formations accélérées pour les enseignants revenus de l'exil et improvisé des classes à l'ombre des arbres. Dans chaque village, la priorité était claire. Aucun enfant ne devait être laissé pour compte, même si les murs de l'école n'étaient pas encore debout. Mais l'école n'est qu'un début. Les marchés, cœur battant des communautés, ont retrouvé leur vitalité. Les étals regorgent à nouveau de mil, de légumes, d'arachides, permettant aux familles de subvenir à leurs besoins grâce à leur travail. Sous l'impulsion du gouvernement, plus de 150 puits ont été creusés ou remis en service, 19 systèmes d'approvisionnement en eau réhabilités, plus de 200 latrines construites. L'accès à l'eau potable et à l'hygiène redonne à chacun la dignité de la vie quotidienne. L'économie aussi respire à nouveau. Poussée par la reprise des échanges et le soutien de la communauté, l'inflation a été maîtrisée, redescendant à moins d'1%. Ce n'est pas un simple chiffre, mais le signe d'une stabilisation qui permet de nourrir l'espoir. Sous la surface, un autre phénomène s'est imposé. L'entraide, partage du peu que l'on possède, solidarité dans la réhabilitation, constitution de réseaux pour traverser ensemble les difficultés. De cette épreuve collective est née une nouvelle identité, plus forte et résolue, qui refuse la dépendance ou l'exil définitif. Sans ces avancées concrètes, le retour des familles aurait pu n'être qu'une parenthèse, menacée par la déception, le découragement ou la fuite. Au contraire, chaque école ouverte, chaque marché animé, chaque puits restauré est un acte d'affirmation et de souveraineté retrouvée. Mais cette reconstruction visible s'accompagne aussi d'une transformation plus profonde, portée par une volonté politique et des choix symboliques assumés jusque dans la gouvernance locale. Et si l'on pouvait, d'un geste fort, effacer le poids du passé et redéfinir l'avenir. Cela peut sembler utopique, et pourtant c'est exactement ce qui s'est joué ici. La région, autrefois appelée par un nom hérité de la colonisation, s'affiche désormais sous une identité nouvelle, Tanounia. Ce changement de nom n'est pas anodin. Il affirme la fierté locale, rompt avec l'ancienne domination et donne à la population un mot à elle, pour dire « chez soi ». Dans le sillage de cette transformation symbolique, les administrations ont rouvert leurs portes. Les services publics sont redevenus accessibles, sans méfiance ni corruption. Il n'est désormais plus question d'angoisse au seuil d'un guichet ou de démarches impossibles. Chacun retrouve le droit de vivre et d'agir normalement. Les effets de cette refondation se mesurent aussi dans la confiance retrouvée. Selon les derniers sondages, plus de 90% des habitants déclarent aujourd'hui faire confiance au leadership national.
C'est une envolée spectaculaire, inespérée après tant d'années de peur et de chaos. Dans les rues, la population arbore fièrement son drapeau, désormais symbole d'appartenance retrouvée. On le voit flotter sur les marchés, les écoles, les maisons. Ce geste, simple en apparence, incarne pourtant la renaissance d'un sentiment collectif, celui d'être à nouveau ensemble, unis derrière un destin choisi. Mais la révolution ne s'arrête pas au symbole. La gouvernance, aujourd'hui, se veut active, proche, redevable devant les citoyens. Les responsables locaux rendent des comptes, écoutent et agissent en transparence. Chacun sait que la moindre dérive sera signalée, débattue, corrigée. C'est le socle d'un nouveau contrat social où autorité et population avancent main dans la main. Ignorer cette dimension symbolique, ce serait risquer que la Renaissance ne soit qu'un feu de paille, sans racines profondes, incapable de résister au moindre choc. Sans ancrage, il ne peut y avoir de confiance durable, ni de vraie appartenance. Mais alors, quelles leçons concrètes tirer de cette Renaissance pour d'autres nations en quête de renouveau profond? Explorons ensemble ce que l'histoire de Tanunya peut inspirer au-delà de ses frontières. Ce qui a été reconstruit à Joro et Tanunya va bien au-delà des murs. C'est la confiance, l'espoir et l'avenir qui ont été rebâtis, main dans la main. Ici, la Renaissance ne se mesure pas uniquement en écoles rouvertes ou en marchés animés, mais dans la capacité retrouvée d'une population à croire en elle-même, à se rassembler et à inventer son propre futur. Sous l'impulsion du président Traoré, c'est tout un peuple qui s'est relevé, refusant de voir son existence réduite à la peur ou à la fatalité. Chaque crise porte en elle les germes d'un renouveau, si l'on ose allier courage politique, unité populaire et innovation communautaire. À Joro et Tanunya, l'alliance entre leadership visionnaire et mobilisation citoyenne a permis de transformer la désolation en opportunité et de redonner à chacun la dignité d'agir sur son destin. Ce qui semblait impossible il y a encore quelques mois est devenu réalité. Les enfants rient à nouveau dans les cours de récréation. Les familles reconstruisent leur vie et les marchés vibrent d'une énergie nouvelle. Mais il serait trop facile de s'arrêter à la contemplation de cette réussite. Se contenter d'observer, c'est accepter que l'espoir disparaisse là où il pourrait renaître. L'exemple de Joro et Tanunya nous rappelle que la reconstruction véritable exige plus que des discours ou des mesures d'urgence. Elle nécessite l'engagement de tous, la confiance dans le collectif et le refus de céder à la résignation. Alors, inspirons-nous de ce modèle. Refusons la fatalité. Là où des communautés relèvent la tête, c'est toute une nation qui se redresse.